revenons peut-être à 2018 pour évoquer avec vous la question du travail et du numérique, comment les frontières du travail se transforment avec le numérique. Tout d'abord, est-ce qu'on peut considérer que la situation des freelances, qui est de plus en plus importante chez les développeurs et chez les créatifs, est en train de devenir le nouveau statut des travailleurs? On a un certain nombre de données statistiques contradictoires dans ce domaine. On a une très légère augmentation des indépendants dans l'ensemble des statistiques d'emploi, de 9 à 10%, qui vient essentiellement du développement des auto-entrepreneurs. Et puis on a, parmi les indépendants, une baisse des indépendants classiques et au contraire, une croissance des freelances. Mais donc c'est plutôt une évolution lente, mais certainement pas une disparition du salariat. Mais en même temps, on peut prendre une enquête réalisée par McKinsey qui nous dit que 13 millions de Français ont une activité indépendante, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre quelque chose sur le Bon Coin, qu'ils peuvent vendre aussi des objets sur Etsy, qu'ils peuvent transporter des objets par vélo, etc. Donc, on a manifestement une transformation beaucoup plus profonde du travail. C'est un peu ces nouvelles frontières du travail que je voudrais évoquer avec vous. Ce qui est important de voir, c'est qu'on peut travailler indépendamment du salariat et de l'indépendance. Prenons l'exemple très simple de la conduite automobile. Vous pouvez conduire quelqu'un à la gare parce que c'est un ami, c'est un membre de votre famille. On est sur le registre du don. Vous pouvez également faire du covoiturage. On est sur le registre du partage du coût. Vous pouvez utiliser un VTC et vous pouvez classiquement utiliser un taxi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 4 situations, on réalise le même travail. Et pourquoi on réalise le même travail? Parce qu'une partie de la compétence du chauffeur de taxi, qui connaissait la ville par cœur, le nom de chacune des rues, une partie de cette compétence a été transférée à une machine. Donc, ce qui caractérise le travail aujourd'hui avec le numérique, c'est qu'il y a une continuité entre des activités qu'on menait plutôt du côté des loisirs et des activités qui relèvent traditionnellement du travail. Donc cette volonté de travailler autrement, elle se manifeste d'abord par cette formidable volonté d'autonomie. D'une part, on s'aperçoit dans des enquêtes, comme l'enquête de la CFDT, que de plus en plus, les travailleurs estiment que la hiérarchie ne sert plus à grand-chose. 25%, seuls 25% d'entre eux estiment qu'ils travailleraient mieux que la hiérarchie, leur sert à quelque chose. De même, quand on demande aux gens, est-ce que vous avez l'impression de passer plus de temps à rendre des comptes qu'à travailler? Eh bien, 40% estiment qu'ils passent trop de temps à rendre des comptes. Donc, il y a une formidable volonté de mobilité. Les salariés veulent changer de travail, veulent créer leur boîte. Les jeunes pensent que leur carrière se réalisera en bonne partie dans le registre de l'indépendance. Et quand on compare les freelances et les salariés, on s'aperçoit que les freelances, incontestablement, obtiennent une autonomie et donc sont plus heureux au travail. Imaginer le travail autrement, c'est aussi prendre en compte ces utopies
du travail qui sont très liés à l'histoire du numérique, que ce soit le monde des hippies ou le monde des hackers. Hein. Je dirais, dans la tradition hippie-hacker, l'élément central, c'est qu'il n'y a plus de différence entre loisirs et travail. Et on trouve avec les makers ou avec les Fab Labs le même objectif, le même projet. C'est donc cette continuité entre loisirs et travail que j'appelle le travail ouvert. Je voudrais vous présenter, pour illustrer cette notion, quelques itinéraires de travailleurs ouverts et les caractéristiques et les dispositifs qui caractérisent le travail ouvert. On peut, et je crois que les hackers correspondent exactement à ce modèle, avoir une continuité entre ce qu'on peut faire pour soi, par exemple des militants de l'open data, et continue à avoir cette activité dans le monde professionnel. On peut, c'est très souvent le cas, de graphistes, avoir une activité pour soi, une activité qu'on vend à des clients, mais en même temps, constamment, on passe d'une sphère à l'autre. Deuxième itinéraire de ce travail ouvert, eh bien, changer sa vie en professionnalisant ses passions. Un jeune contrôleur de gestion que j'ai pu observer, qui était un passionné de BD et qui est devenu aujourd'hui un dessinateur reconnu, qui a eu un prix récemment. Ou une jeune femme qui, à la sortie de sa thèse de physique, dit à son professeur, voilà, j'arrête, et elle se reconvertit en fabriquant des origamis qu'elle vend sur Etsy. Autre schéma qui caractérise le travail ouvert, c'est l'idée d'avoir une double vie. Par exemple, une jeune femme qui est assistante médicale et qui, le soir, le week-end, fabrique des bijoux qu'elle vend sur Etsy. Quatrième itinéraire possible, c'est l'idée qu'on peut avoir une deuxième vie qui fournit un certain nombre de ressources en plus, une vie d'appoint discrète. On peut, par exemple, louer son appartement ou une chambre sur Airbnb, par exemple, c'est le cas d'une personne que j'ai interviewée, pour acheter un cheval et financer son cheval. Donc vous voyez, toute une série de schémas qui permettent d'articuler travail professionnel et travail de loisir dans une certaine continuité. Alors qu'est-ce qui caractérise ce travail ouvert? D'abord, c'est un travail complet. Un bon exemple de ça, c'est les gens qui déposent des vidéos sur le site Vimeo. On s'aperçoit que ces vidéastes sont très souvent des professionnels qui viennent chercher là la possibilité de réaliser une vidéo de façon complète, c'est-à-dire pour un opérateur de prise de vue, faire le son, faire également le scénario, le montage et réciproquement. On trouve dans les hackathons organisés par Google sur Android des phénomènes exactement identiques. Finalement, les développeurs qui viennent participer à ces hackathons, ce qu'ils viennent rechercher d'abord, c'est de pouvoir réaliser, sinon un logiciel en entier, mais en tout cas une maquette de logiciel en entier. Deuxième caractéristique de ce travail ouvert, c'est que c'est un travail choisi. La participation à OpenStreetMap, vous savez, ce site qui permet de cartographier de façon libre, est tout à fait une bonne illustration de cela. Un des responsables d'OpenStreetMap m'expliquait que quelqu'un vient le voir en disant « Voilà, moi je voudrais cartographier les moulins à vent dans une zone où on n'avait pas encore cartographié les routes. » Mais finalement, si il n'avait pas pu cartographier les moulins à vent en premier, peut-être que personne n'aurait jamais
cartographier les moulins à vent. Donc, on est dans des activités où chacun choisit ce qu'il veut et ensuite, il faut réussir à l'articuler. Quelles sont les compétences qu'on mobilise dans ce travail ouvert? Ce sont souvent des compétences ordinaires qu'on ne met pas souvent sur son CV, le fait de conduire une automobile, bien sûr, le fait de savoir faire la cuisine, le fait de savoir recevoir chez soi, sur Airbnb, c'est une compétence centrale. Également, la possibilité de remobiliser des compétences qu'on n'a pas pu utiliser professionnellement parce qu'on n'a pas trouvé de travail dans ce domaine. Je pense à une jeune femme qui réalise des fanzines et qui à l'origine était une relieuse. Et évidemment, elle soigne très profondément la reliure de ces fanzines. Comment peut-on acquérir ces compétences? Très souvent, on peut les acquérir sur le numérique. Sur YouTube, par exemple, on peut apprendre Python. Si vous regardez, vous avez des dizaines de milliers de vidéos qui vous permettent d'apprendre le langage Python sur YouTube. Puis vous pouvez apprendre des pratiques, disons, plus personnelles, comme le tricot, comme la réalisation de votre maison, etc. Ces nouveaux lieux d'apprentissage peuvent être encadrés dans des Fab Labs. Interviewer quelqu'un qui, là aussi, c'était une contrôleuse de gestion qui est devenue ébéniste. Eh bien, c'est grâce à ce Fab Lab qu'elle a pu acquérir ces nouvelles compétences. Enfin, dernière caractéristique de ce travail ouvert que vous connaissez bien, c'est qu'il faut constamment construire sa réputation. En diffusant son travail sur YouTube, par exemple, les tricoteuses peuvent faire des vidéos en montrant leur tricot, en cherchant constamment à se faire reconnaître et en construisant à chaque moment sa réputation. Quels sont les dispositifs de ce travail ouvert? C'est d'abord tous les outils d'auto-apprentissage. On a oublié, à force d'utiliser un PC ou un smartphone, que finalement ces outils sont à la fois des outils professionnels et des outils privés. Dans l'histoire des techniques, c'est relativement rare qu'on ait des outils qui soient utilisés dans l'ensemble de ces activités. Et puis, les plateformes dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui ont, je crois, 4 caractéristiques. D'une part, de pouvoir démocratiser l'échange. J'ai interviewé une jeune femme qui a monté une petite start-up de maillots de bain. Eh bien, c'est grâce, effectivement, au web qu'elle a pu vendre sur la planète entière des maillots de bain, ce qui autrefois était totalement impossible. Démocratisation des jugements, on le sait, petit à petit, l'autorité des experts, des spécialistes est remplacée par des modes d'annotation, de jugement synthétisés par les plateformes. Troisième caractéristique, ces plateformes sont un outil de confiance et de sécurité, c'est-à-dire que les personnes qui présentent leurs services sur les plateformes ont la certitude d'être payées et des relations de confiance peuvent s'établir plus facilement avec leurs clients. Enfin, ces plateformes offrent des chemins de traverse pour des outsiders qui n'appartenaient pas aux professions traditionnelles et qui peuvent de cette façon s'y intégrer, que ce soit la fabrication de bijoux ou la conduite automobile. Ces plateformes ont une caractéristique, c'est que, à travers les algorithmes, elles cadrent complètement
la relation. Elles attribuent les clients aux personnes qui proposent leurs services sur les plateformes et c'est un algorithme également qui calcule la rémunération, par exemple, du livreur cycliste. Elles rendent finalement les travailleurs indépendants dépendants. Donc, derrière la liberté offerte par les plateformes, il y a un système de cadrage extrêmement fort. Comment les travailleurs peuvent construire un rapport plus égalitaire? Eh bien, la première technique, vous la connaissez chez les chauffeurs de VTC, par exemple, eh bien, presque tous, ils travaillent simultanément pour plusieurs plateformes. Ils essayent de se constituer une clientèle, c'est une façon de garder une autonomie par rapport aux plateformes. Se mettent également en place des modèles coopératifs, mais le travail des plateformes renvoie à la nécessité, d'une part, d'une régulation publique et d'autre part, c'est un nouveau domaine d'action syndicale. Les syndicats, avec beaucoup de retard, mais commencent aujourd'hui à se préoccuper des travailleurs indépendants. En conclusion, je voudrais insister sur 2 points. D'une part, les inégalités de ce travail ouvert. Je dirais pour les amateurs, c'est une façon de rendre son travail visible. C'est une façon d'avoir un deuxième travail, un travail en plus, en fonction de ses compétences personnelles. Donc, ces plateformes, pour les amateurs, sont vraiment un outil important de transformation d'une activité privée en une activité professionnelle. Pour les professions intellectuelles, c'est incontestablement aussi des dispositifs qui permettent de devenir plus autonomes. Par contre, pour les classes populaires, et notamment pour les chômeurs, ce n'est qu'un travail faute de mieux. Finalement, le numérique, et je crois que c'est important de le rappeler en conclusion, a constamment 2 faces. D'une part, il offre des opportunités importantes pour être plus autonome, pour libérer le travail, et en même temps, c'est un dispositif qui met en place des outils d'oppression fondamentaux, le big data, la géolocalisation, le contrôle, les algorithmes. Et je crois que la situation des chauffeurs de VTC ou des cyclistes dont la rémunération est calculée par un algorithme crée une sorte d'aléa dans la rémunération, donc un système très oppressif. Et enfin, dans toute une série de tâches sur plateforme, et les tâches plutôt des freelances ou les tâches de ces travailleurs du clic type Amazon Mechanical Turk, c'est un travail solitaire. Donc, le numérique, aujourd'hui, a ces 2 faces et c'est très important quand on y réfléchit de bien intégrer cette ambivalence profonde du travail numérique. Je vous remercie.